moi, c'est Jacky Boillier. Je travaille chez Altoneo sur tout ce qui est cession, transmission et valorisation d'entreprise. Donc, Alexandre Chénaud, futur repreneur d'une PME sur le Maine-et-Loire, hein. J'ai un parcours où je suis passé à la fois par la grande distribution et chez les industriels avec différents statuts, notamment celui de compte clé, responsable de grand compte en fait dans les entreprises industrielles. Et donc me voilà aujourd'hui dans cette partie reprise d'entreprise à compter du 1er avril. Pouvez-vous présenter votre projet initial? Quelle était l'intention au tout début? Alors moi, le premier objectif dans ce projet, et c'est pour ça que j'ai rencontré Aceda, c'était le fait de devenir entrepreneur, hein. J'avais pas spécialement les clés pour savoir comment m'y prendre. Je savais juste une seule chose, c'est que je ne souhaitais pas partir de la création, mais je souhaitais partir d'une reprise en fait, de façon à développer celle-ci par la suite. C'est là que j'ai rencontré Jacky, sur lequel on a échangé sur un certain nombre de sujets, notamment toutes mes aspirations et ce que je souhaitais faire pour le futur. Je n'avais pas spécialement de domaine métier spécifique en tête. Non, c'est vrai qu'Alexandre n'était pas forcément fixé sur le métier même qu'il voulait, le type d'entreprise qu'il voulait reprendre. Au niveau de l'activité, au niveau de la taille, c'était cadré. Au niveau de ce qu'il voulait pas faire, c'était cadré. L'idée, c'est que ce que je recherchais, c'était les compétences que j'avais pu acquérir au fil de mes années d'expérience, c'était pour les retransposer dans une future entreprise. Et donc vraiment, l'échange que j'ai pu avoir avec Jacky, c'était par rapport à ça en fait, le détail de toutes les compétences que je pouvais apporter en fait à une PME. Et l'idée, c'était vraiment de trouver quelque chose qui pouvait me convenir en fait par rapport à tout ça. Comment vous êtes rencontrés au final? Alors, bah, on s'est rencontrés par l'intermédiaire de Christopher Bazin en fait, qui nous a présenté suite à mes envies en fait d'envol, m'a présenté Jacky en fait et la branche dans laquelle il était. Plus précisément, Christopher m'a donné tes coordonnées, Mhm, m'a dit de te rappeler. Je t'ai appelé une première fois pour un premier rendez-vous. mhm. Tu m'as envoyé une lettre de cadrage et on a surtout discuté sur ce que tu souhaitais pas faire, ce que tu souhaitais faire, sur quelle zone géographique aussi. Ce que j'ai apprécié là, lorsqu'on a eu cet échange-là, c'était le fait que les questions étaient vraiment orientées. J'ai plutôt vu Jacky comme quelqu'un qui essayait de cadrer en fait, en tout cas entre le personnage et le portefeuille qu'il avait, ce qui pouvait coller ensemble. J'aime à dire ça auprès de mes amis quand je parle de Jacky, parce qu'il était d'une grande aide dans tout ça. Je le vois un petit peu comme, c'est plus simple pour des gens comme moi en fait, de le voir comme une certaine forme d'agent immobilier, et c'est pas caricatural quand je dis ça, c'est-à-dire que la personne découvre vraiment votre univers, comment vous vivez, vos aspirations, et à partir de là, vous présente pas tout un panel de 50 entreprises en disant bah, tourne les pages et choisis dans celui-ci. Non, non, il vient, suivant ses convictions et ce qu'il a reconnu de l'entreprise, te dire, écoute Alexandre, ça peut être intéressant de creuser, ou alors ça, même si c'est un domaine que où tu pourrais avoir de l'appétence, on le met de côté pour différentes raisons en fait. Et il a vraiment eu ce rôle de conseil en fait et d'aiguillage sur la suite des choses. Donc Jackie, toi, quand tu as reçu cette demande, comment tu l'as analysée et comment du coup tu as pu lui proposer bah, des choses qui lui correspondaient vraiment à son projet, à sa demande? Bah déjà, il avait une lettre de cadrage qui était prête et qui était assez précise sur ce qu'il souhaitait faire, surtout ce qu'il souhaitait pas faire, sur la zone géographique aussi, parce que bah, ce qu'il faut voir dans la personne qui reprend, il n'est pas le seul à décider, il y a aussi le conjoint, ce que fait le conjoint, est-ce que la personne est mobile, est-ce que la personne va s'investir dans l'entreprise ou pas. Pour un soutien total en fait de la part de votre famille. Si c'est en demi-mesure, ça fonctionne pas parce que vous avez des hauts, vous avez des bas, et à un moment en fait, faut pouvoir se retourner vers les proches pour vous remettre un petit peu dans les rails, ou en tout cas dans le droit chemin, et en tout cas rééclairer votre vision que vous aviez initialement. Du coup, Jackie, en dehors de cette lettre de cadrage, est-ce que toi, il y a d'autres conseils qui te semblent vraiment importants lorsqu'on est dans cette phase donc, de recherche? Il s'est bien passé 1 mois et demi, je t'ai rappelé, pour un premier projet qui est pas celui qui a abouti. Même s'il a pu se passer un certain temps entre ces contacts-là de découverte et la première présentation,
Il y a un moment, quand on est sur cette, enfin, j'en vais appeler ça cette seconde phase, il faut quand même savoir enclencher la deuxième. Il ne s'est pas passé des laps de 2 semaines avant qu'il y ait des choses qui se passent. C'est-à-dire que, je vais à peine caricaturer, mais on s'appelle le matin à 8 heures, il faut être capable de prendre une décision pour midi sur est-ce qu'on commence à poser un pied ou des jalons pour la suite des choses sur telle ou telle entreprise. Quand c'est un projet intéressant, il n'y a pas que vous qui êtes dessus, il peut y avoir d'autres personnes. On a eu une expérience où bah, vous ne vendez pas une franchise comme ça, il faut l'accord du franchiseur, il y a tout un cheminement qui est très très long. Et après, vous pouvez avoir un autre facteur externe, c'est-à-dire c'est d'avoir une deuxième personne qui est aussi intéressée par l'entreprise. On a eu le cas, nous, sur la deuxième chose que j'ai présentée. C'est-à-dire qu'il n'était pas tout seul dessus. Et là, c'est une autre façon de gérer les choses. Il faut plutôt de la froideur d'esprit là-dessus. C'est pour ça qu'il faut être accompagné et il ne faut pas laisser l'émotion en fait prendre le dessus sur ce type de situation. Et donc vous parliez au début, il y a eu une première proposition d'une première reprise d'entreprise et ça ne s'est pas fait. Quelles ont été les raisons? On n'est pas allé plus loin parce que quand vous signez ce mandat, on vous donne un certain nombre de documents qui vous permettent d'y voir un peu plus clair sur l'entreprise. C'est là que j'ai envie de dire, il faut avoir un petit peu un esprit d'enquêteur, dans le sens où de ces documents va vous venir un certain nombre de questions en fait, et de ces questions, ça va vous aider à amener à prendre une décision pour la suite. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Quand vous allez les éplucher, vous allez vous rendre compte de certaines choses qui sont plutôt positives et puis d'autres qui sont plutôt négatives. La question étant de savoir si est-ce que le positif surpasse le négatif. Jackie, par rapport à une transmission donc comme celle-ci, donc quelles sont à peu près les grandes étapes d'un projet pour toi dans ton accompagnement La première étape, c'est la présentation forcément de l'entreprise, du projet. Après, il faut que l'acquéreur il accepte, il ait assimilé exactement l'entreprise. La deuxième étape, c'est la présentation qu'on a fait assez vite avec le vendeur. C'est-à-dire qu'on a organisé un rendez-vous chez le vendeur entre le vendeur et l'acquéreur. Là, ce qui a été vraiment bien à ce rendez-vous-là, c'est qu'on a vu tout de suite que ça a matché. Ouais, parce que ce qui est important, et ce qu'on ne se rend pas forcément compte quand on est dans cette démarche au départ, c'est qu'il y a une notion de feeling qui doit être importante entre à la fois le vendeur et l'acheteur. Pour l'aspect humain des choses, en fait, parce que déjà, soit vous avez une relation de confiance ou pas avec la personne à qui vous rachetez la société. Il faut bien être conscient que ce n'est pas forcément vous, acheteur, qui décidez d'acheter. Il faut le voir aussi comme ça. C'est le vendeur qui accepte aussi que vous achetiez son entreprise. D'autant qu'à la fin du premier rendez-vous, il nous a quand même un peu assis en nous annonçant qu'il y avait un autre acheteur qui voulait le rencontrer avant nous, C'est ça. qui a voulu devancer un rendez-vous. La chance qu'on a eue, c'est qu'on est tombé sur quelqu'un de parole qui a dit non, moi, le premier acheteur que j'ai vu, c'est Alexandre, donc je vais d'abord faire l'entretien avec Alexandre, mais il y a quand même eu un deuxième entretien avec un potentiel acheteur. Eh bien, on souffle un grand coup, on rentre dans la voiture, et puis là, on commence à réfléchir, et on sait qu'il va y avoir une étape, il va falloir qu'elle soit très rapide, en fait, derrière. Et si j'ai pour bonne mémoire, nous, dès le mardi matin, on avait envoyé une LOI directement au vendeur. Et là où c'est intéressant, c'est que vous sentez vraiment une synergie d'équipe. après ce rendez-vous? Qu'est-ce qui se passe dans le processus L'étape d'après, c'est de lui faire ce qu'on appelle une LOI, une proposition de prix. Mais dedans, il n'y a pas que le prix. Il y a le prix et il y a les conditions de rachat. Le prix, c'est assez facile à définir parce que vous tombez d'accord ou vous ne tombez pas d'accord. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est tout ce qu'il peut y avoir à côté. Il y a à la fois en fait des choses qui sont très factuelles en fait, et puis d'autres qui sont comment dire de l'ordre de l'humain en fait, même si c'est écrit dans la LOI. Il y a un moment, il faut que tout ça puisse se croiser et puisse se matcher derrière. Et à un moment, vous n'êtes pas là forcément à expliquer la LOI aussi. Il faut bien en avoir conscience auprès de votre comment dire du vendeur. C'est le vendeur qui la lit par lui-même de son côté, à froid ou à chaud, je ne sais pas comment on peut dire, et qui interprète la façon dont vous avez écrit les choses ou pas en fait. Donc c'est pas une
C'est pas un simple courrier de quelques lignes dans lequel on se met d'accord, ou en tout cas on fait une proposition. C'est vraiment quelque chose qui est construit. Il y a quand même un certain nombre de sujets assez techniques et juridiques. Si vous n'êtes pas du métier, vous n'êtes pas du métier. Ça ne s'invente pas en fait le matin même pour le soir. En fait, voilà, faut vraiment être aiguillé là-dessus. Moi, j'étais assez impressionné. Je crois que ma LOI, c'était une douzaine de pages quand même, en fait, Ouais. facile dessus. Donc et ça passe par des allers-retours. J'ai eu des premiers jets, on l'a lu ensemble, ce que ça impliquait ou ce que ça impliquait pas, en fait. La LOI sur la partie forme, c'est quand même une juriste qui l'a fait, c'est Elena. Après, ce qu'il faut savoir que la LOI, ça n'a pas de grande valeur juridique, ça n'a que 2 valeurs. Un, ça oblige Alexandre à la confidentialité des documents et ça oblige le vendeur à nous réserver le dossier pour une durée déterminée. C'est-à-dire qu'il le présente à personne d'autre, si on est d'accord sur le prix, pour une durée déterminée. Après, il y a toujours des conditions suspensives sur la LOI. La première condition, c'est qu'à la date de réalisation, c'est que l'acheteur soit toujours vivant. Forcément, il y en a d'autres, c'est sous des obtentions des prêts. Enfin, il y a plusieurs, il y a des conditions suspensives des deux côtés. Par contre, plus la LOI, si elle n'a pas de valeur, elle est précise, plus le protocole de cession est simple à faire derrière. Parce que si on s'est mis d'accord sur tous les éléments de la LOI, on peut les reprendre dans le protocole de cession. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous êtes senti un petit peu peut-être perdu ou un petit peu dépassé par tout ce processus? Parce que on parle de processus juridique, on parle de... Je me suis pas senti perdu. Dès que j'ai une question, en fait, on était capable de m'y répondre avec des mots simples. Et ça, c'est un véritable avantage. C'est que ça vous permet de comprendre le milieu dans lequel vous êtes en train de naviguer. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, intellectuellement, je l'ai vécu plutôt simplement, en fait, cette partie-là, parce que c'était détaillé, c'était expliqué, c'était mis à ma portée, en fait, de compréhension. Et comment ça s'est passé, du coup, la transversalité de service? Sur cette partie-là, c'était relativement simple, puisque Saki faisait l'intermédiaire avec la partie juridique. Exactement. J'ai fait confiance à Jackie très rapidement. Il y a cette relation humaine qui s'installe et cette relation de confiance. Après, ce qu'on ne maîtrise pas, c'est la réponse du vendeur. C'est l'étape d'après, du coup. Et le 11 novembre, c'est là qu'on devait avoir la réponse. On n'a pas eu la réponse parce qu'il a voulu, mais ce qui est logique, soumettre la LOI, après avoir rencontré l'autre personne, à la fois à son expert comptable et à son avocat. Ce qui fait que le temps de la lecture, on vous rajoute autant de délai en fait sur la prise de décision. Alors maintenant, c'est à moi de l'accepter ou de pas de l'accepter aussi. J'ai le droit, enfin, je suis pas que là à valider tout ce qui se passe. J'aurais pu très bien dire non, je veux ma décision tel jour. Bon, j'ai compris et je me suis mis à sa place que moi-même, si j'étais dans sa situation, euh, j'aurais pris le temps de faire lire cette LOI par mes propres conseils pour savoir ce qu'ils en pensaient avant même de la valider et de la signer. Donc en effet, on a eu un petit décalage complémentaire. Et quel est le ressenti pendant cette période, au final? Eh bien, il faut laisser le temps au temps. Il faut pouvoir s'occuper l'esprit. Parce qu'en même temps, vous savez que si cette LOI elle est acceptée, ça débouche sur plein d'autres choses. Et si par contre elle est refusée, eh bien comment dire, vous reprenez l'ensemble d'un process depuis le début. Toi, Jackie, pendant cette phase donc, d'attente, quel est ton rôle? Est-ce que tu gardes un contact avec la personne? Est-ce que toi La aussi... seule chose que tu peux faire dans ces cas-là, c'est de rassurer Alexandre. Mais tu peux rien faire d'autre. Ça sert à rien d'appeler le vendeur pour lui mettre la pression. Vous en êtes d'où? Est-ce que vous avez vu votre conseil? Et ça sert strictement à rien. Et moi, si je dois retenir quand même quelque chose de toute cette expérience-là, c'est que vos valeurs personnelles, elles sont importantes. Et il ne faut pas transiger là-dessus tout du long. Parce que je pense alors, que c'est l'assurance d'un échec pour la suite des choses. Voilà, faut rester droit par rapport à ça. Oui. Donc dans la foulée, quand on signe cette LOI, eh ben, en parallèle, il faut pouvoir travailler ce qu'on va appeler le protocole d'accord. Donc c'est la reprise de la LOI dans un document, je ne sais pas si on peut l'appeler officiel ou... Si, c'est un protocole de cession. Un protocole de cession. Qui a une valeur juridique. Voilà, et dans lequel on va tout redétailler point par point. Et tout ça, il faut que les uns et les autres, conseils des uns et des autres, puissent relire. C'est une phase d'échange. Et on a une date.
dans ce rendu de protocole d'accord. Et là, nous, on nous laissait au total, pour l'ensemble des échanges et des allers-retours, c'était l'équivalent d'1 mois. Étant donné qu'on était sur une fin d'année, on a voulu prendre les devants aussi sur tout ce qui était bancaire. Et là, Altoneo m'a accompagné sur cette partie-là, notamment par rapport à leur réseau, par rapport à la situation de la société, les partenaires bancaires avec lesquels ils travaillaient. Et on a organisé des rendez-vous bancaires très rapidement au sein même des locaux d'Altoneo, dans lequel j'ai pu rencontrer soit des responsables d'agence ou des responsables régionaux, dans lequel, moi en parallèle, j'ai préparé avec tous les documents que j'avais pu consulter en amont, une présentation de façon à présenter, le porteur de projet, la société, et comment je voyais les choses un petit peu pour le futur. Ok, donc là, vous avez eu du coup affaire à Florian, c'est ça? Alors, c'est ça, exactement. Et c'est là où, sur le chemin où j'étais aiguillé que par Jackie, là, ça commence à se scinder. Ça se scinde parce qu'on est sur une partie où on va traiter plutôt la partie juridique avec Jackie et Elena, et toute la partie financement bancaire avec Florian, voilà, qui est plutôt référent chez vous de cet aspect financement. Florian maîtrise l'ensemble du fonctionnement des services bancaires, et qu'il faut vraiment avoir cette oreille attentive à tout ce qu'il vous dit, parce que ça peut être des points qui sont importants lors de cet échange et qui peuvent faire tilt auprès du banquier et qui peuvent valider ou non un suivi d'un futur projet. La chance qu'on a eue avec les partenaires bancaires quand même, c'est qu'il faut voir que le cédant, on a parlé à son banquier en des bons termes, et son banquier souhaitait accompagner le repreneur. Et là, je pense qu'on a quand même gagné un peu de temps. Il n'y avait pas à représenter l'activité, il y avait juste à présenter Alexandre et son projet, mais pas à le passer. Vous avez consulté le projet, vous y croyez dur comme fer, ça ne peut que fonctionner. Il y a un moment, quand vous avez les banquiers qui sont en face de vous, vous avez une grande différence entre les les banquiers qui ont déjà suivi le dossier et ceux qui l'ont lu par l'intermédiaire des chiffres qu'on leur a proposés. Ils n'appréhendent pas du tout le dossier de la même façon. Et comment dire, Florian me l'avait expliqué, Jackie me l'avait expliqué. On n'est pas du tout dans le même type de démarche en fait entre, j'ai envie de dire, la banque du cédant et les potentielles autres banques derrière. Voilà. Ah ben, il n'y a surtout pas la même connaissance et ça va beaucoup plus vite pour les réponses de la banque du cédant. À titre professionnel, c'est pas du tout la même vie que ce que vous connaissez à titre privé. Voilà. Et ça, il faut bien en être conscient. C'est que toutes vos certitudes que vous avez pu connaître lorsque vous achetez votre maison, votre appartement sur le fonctionnement d'une banque, vous oubliez tout, vous mettez tout de côté, et ça se passe complètement différemment en fait au niveau du professionnel, notamment en termes de garantie. On peut faire appel ou non à des organismes tels que la BPI. À partir de là, si vous ne savez pas ce que c'est, heureusement que Altoneo est là pour vous expliquer pourquoi ça fonctionne. Donc, une fois que vous avez fait les rendez-vous, donc la banque revient vers vous. Qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a eu ce retour d'accord bancaire, donc on a prévenu le vendeur que l'on avait ce retour. Et à partir de là, il y a un certain nombre de conditions suspensives que lui s'engage à lever avant cette vente. Donc il y a plein de petites étapes, on ne rentrera pas dans le détail, mais ce qui est important aussi, c'est de pouvoir rencontrer les équipes et de savoir si le feeling que vous aviez eu avec le vendeur, vous retrouvez les mêmes valeurs auprès de l'équipe. Et quel temps à peu près ça prend cette étape-là? Est-ce qu'il y a une fourchette globale? C'est peut-être plus à toi du coup, Jackie, que je me m'adresse. Alors déjà, il y a forcément les 2 mois de prévenance des salariés, minimum 2 mois. Après, ça va dépendre le nombre de clauses et la complexité des clauses à lever. Tant qu'on n'est pas dans l'entreprise, on n'est qu'à l'extérieur de celle-ci et on ne voit que ce qu'on veut bien nous montrer et ce qu'on veut bien en comprendre en fait. Voilà. Mais en tout cas, tout ce que vous avez dans cette phase d'étude du dossier, tout ce que vous avez pu repérer, ça reste très important de les mettre dans les conditions suspensives et de les faire valider par le vendeur. Et du coup, la dernière étape, après toutes ces conditions, Ce sera l'acte de cession c'est ça. Exactement. qui est prévu le 31 mars.
Et si je peux demander ça comme ça, la durée globale du processus à peu près. Entre le premier contact et là, on sera 7 mois. D'accord. Par contre, dès qu'on a trouvé cette cible-là, là, on est à 5 mois. C'est ça. Ouais. Il faut de la patience dans ce type de projet et de la froideur d'esprit. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il faut accepter de faire confiance aux gens qui nous entourent. Ça, c'est important parce que je rappelle que c'est eux les professionnels du domaine, c'est eux les professionnels du métier. Donc, suite à cette signature, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Quelles sont les étapes au final après cette signature? Les étapes après cette signature, c'est la remise des clés, on va appeler ça comme ça. Et c'est là où le début de ma nouvelle vie commence.